Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce hors-série de Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et je vous propose aujourd'hui une plongée dans le Moyen-Âge urbain. Parce que quand on pense à l'époque médiévale, on pourrait avoir le cliché de population uniquement rurale, des royaumes peuplés de paysans avec quelques chevaliers qui se promènent par-ci par-là pour aller faire la guerre. Et pourtant, le Moyen-Âge, c'est l'époque du développement des villes. On va donc plonger, je l'ai dit, dans les villes et les rues du Moyen-Âge pour en apprendre plus sur comment les femmes ont exercé leur pouvoir dans les espaces urbains, malgré les règles de la société médiévale. On va explorer ces sujets depuis la fondation de l'Hospice Comtesse par Jeanne de Flandre. Donc ça, on était plutôt au XIIIe siècle. On va aller jusqu'au XVe siècle en suivant donc les évolutions de la condition féminine et donc en traitant à la fois les actions des femmes de l'aristocratie, mais aussi des femmes de plus basse extraction. Cet épisode est enregistré en partenariat avec le musée de l'Hospice Comtesse à Lille, dont on va beaucoup parler dans ce podcast. Et aussi, d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes dans la chapelle de l'Hospice et nous sommes en public. Et ils sont très chauds à Lille, et ça je n'en doute pas. Et pour parler de tous ces sujets aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes, dont une voix que vous connaissez peut-être si vous avez écouté plein d'épisodes de Passion médiéviste. J'ai le plaisir de recevoir Camille Pacou. Bonjour Camille. Bonjour Fanny. Camille, je t'ai reçue, rappelez-vous, dans l'épisode 104, où tu nous avais parlé donc, de Jeanne de Valois, parce que tu fais une thèse donc, en histoire médiévale à l'Université de Lille et aussi de Gand, tu es aux deux, n'oublions pas, sur le sujet des femmes de réseau, point d'interrogation. La capacité d'action politique des comtesses de Flandre et de Hainaut au XIIIe et XIVe siècle. Et à tes côtés, on a aussi Mathilde Michelot. Bonjour Mathilde. Bonjour Fanny. Donc Mathilde, toi tu es masterante aussi à l'Université de Lille, donc on a fait totalement local aujourd'hui. Et toi, tu es donc en cours de deuxième année de master avec le sujet « La parole politique des femmes à Lille au XVe siècle à travers les registres de délibération du banc et chevinal ». On va rentrer un peu dans tous les détails. Donc je le dis aussi, petit disclaimer au début de ce podcast, on ne va pas pouvoir généraliser en tout cas à la France entière. Hein. Vous l'avez compris, ni à toute l'Europe. Vous commencez à avoir l'habitude, si vous avez déjà écouté les épisodes de Passion médiéviste, j'aime bien quand même vous proposer des sujets pour explorer le Moyen-Âge par plein d'angles différents. Et aussi, ce n'est pas la première fois qu'on parle des hospices dans ce podcast. Rappelez-vous, j'ai fait un épisode consacré, alors c'était un peu un format spécial, aux bienfaiteurs des hospices de Beaune, où on avait classé les bienfaiteurs médiévaux des hospices de Beaune, donc des autres hospices à l'autre bout. Il fait peut-être un temps meilleur là-bas, mais c'est tout aussi beau. C'est vraiment des endroits très beaux comme ça. Alors, pour parler de l'action des femmes dans l'espace urbain, commençons tout simplement par notre premier exemple emblématique, celui de Jeanne de Flandre. Alors attention, juste je dis aussi, à pas confondre avec une autre Jeanne de Flandre, qui est surnommée Jeanne la Flamme. C'est un tout autre sujet, mais quand on cherche Jeanne de Flandre sur Internet, on trouve un peu les deux. Alors, racontez-moi déjà, avant même de raconter ce qu'elle a fait en lien avec où on est aujourd'hui, qui est Jeanne de Flandre? Qu'est-ce qu'on sait sur elle et sur sa famille? Et d'où est-ce qu'elle vient, Camille? Alors donc Jeanne de Flandre, pour justement pas la confondre avec donc Jeanne la Flamme, qui vient aussi donc du comté de Flandre, mais qui est personnage du XIVe siècle. On l'appelle aussi Jeanne de Constantinople. C'est même d'ailleurs plutôt comme ça qu'elle est connue. Et donc c'est la fille aînée du comte Baudouin IX de Flandre et de Hainaut et de Marie de Champagne. Donc elle naît à la fin du XIIe siècle, vers 1194, et elle meurt en 1244. Et pourquoi de Constantinople? Eh bien c'est parce que son père a été nommé en 1204 empereur de Constantinople. C'est classe. Et, alors c'est très classe, mais malheureusement ça va être aussi le début de sa perte, parce que l'année de sa nomination en tant qu'empereur, il part rejoindre ses terres, sauf qu'il disparaît l'année suivante.
On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il a glissé, hop, c'est bon. Voilà. Ouais, il a glissé chez les Bulgares. Et malheureusement, les Bulgares, ils n'étaient pas très... Ouais, on va dire que l'hospitalité des Bulgares pour l'empereur de Constantinople, ça faisait 2. Il a été reconnu comme mort en fait l'année suivante, et c'est comme ça du coup que donc Jeanne succède à son père, donc dans une situation qui est quand même assez compliquée. Vraiment héritière, elle perd son père à 11 ans, c'est très jeune, oui. Vraiment. Exactement, donc ce qui veut dire qu'elle va être placée sous tutelle avec sa sœur, puisqu'elle a une autre sœur donc, qui s'appelle Marguerite, qui elle est âgée de 3 ans. La petite sœur qui est arrivée il y a pas longtemps. Ouais. Oui, en plus la mère aussi est morte. Ah Non mais la Bulgarie c'est pas bon pour les Flamands parce que Marie elle est morte aussi là-bas, la mère. Elle est morte en fait en arrivant donc rejoindre son époux. Elle est morte limite elle est sortie du bateau, elle est morte. Donc on se retrouve avec l'héritière, 11 ans, et elle se fait pas chipper toutes ses possessions. Non, elle arrive à être vraiment héritière. Bien sûr que si, elle va essayer de se faire chipper ses possessions. Donc elle va être placée sous la tutelle de son oncle, donc qui s'appelle Philippe de Namur. Et Philippe de Namur, il va s'allier avec un autre Philippe, qui est Philippe Auguste. Et on a bien vu que les relations entre les rois de France et les comtes de Flandre n'étaient pas toujours étaient un tout petit peu houleuses pour des questions de concurrence. Avec qui s'entendait le roi de France en fait? Ah bah surtout personne. Philippe Auguste. Ils s'entendaient avec personne. Je pense que les Plantagenets aussi pourraient parler pas mal des relations houleuses avec Philippe Auguste. Donc le roi de France, il essaie de mettre un peu main basse en fait sur ces territoires qui sont très 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 riches, notamment la Flandre, puisque donc la Flandre c'est un territoire français, alors que le Hainaut c'est un territoire impérial. Donc ça veut dire qu'il peut avoir la main mise sur vraiment surtout un territoire, donc la Flandre. Ça veut dire qu'elle a 2 suzerains en quelque sorte. C'est ça, exactement. Okay. Elle a 2 suzerains. Et quel meilleur moyen pour mettre un petit peu main basse sur ces territoires que de marier du coup avantageusement donc la jeune comtesse. Et donc pour cela, ils vont aller jusqu'au Portugal. Voilà. Ils vont faire un peu de C'est dire comme il s'entendait avec personne, il a vraiment pris loin. Oui, parce qu'à un moment, il y a eu un projet de mariage aussi avec le comte de Bretagne, sauf que Philippe Auguste, il s'est dit non. Trop proche. Trop pas content avec moi, donc voilà. Il y avait eu plusieurs autres projets, mais c'est surtout en fait la candidature de Ferrand de Portugal, donc le fils de Sanche Ier du Portugal et de Douce d'Aragon. Et pourquoi est-ce qu'un Portugais en fait débarque entre guillemets? C'est parce que la grande tante de Jeanne est également portugaise. Donc il y avait déjà eu en fait une comtesse consort, donc une comtesse épouse portugaise, et donc c'est elle un petit peu qui a influencé de manière à ce que Ferrand débarque en Flandre et en Hainaut. Donc le mariage a lieu en 1212, donc c'est quand même 8 ans après, enfin 7 ou 8 ans après donc l'accession de Jeanne en tant que comtesse. Donc elle est majeure, mais on est toujours sur le principe, Ferrand est un bon soldat de Philippe Auguste et il va être envoyé en Flandre pour on va dire influencer son épouse de manière à ce qu'elle reste vraiment dans les clous de la volonté du roi de France. Sauf que ça se passe pas du tout comme ça. Parce que très vite, Ferrand en fait, il va échapper à l'influence donc du roi et il va se ranger en fait du côté de son épouse, notamment pour des histoires de invasion complètement arbitraire de la part du fils du roi de territoires donc situés au sein de la Flandre qui vont particulièrement énerver le nouveau comte de Flandre. Parce que, juste, on peut être rapide là-dessus, mais il se marie avec elle, mais elle garde son statut d'héritière. Elle est pas comme si elle cédait toutes ses terres à son mari et elle perd tout droit dessus. Elle garde les droits sur ses possessions quand même? Alors oui, bien sûr, elle garde ses droits puisqu'elle a ce qu'on appelle des droits naturels. Donc ça, c'est reconnu. C'est pas par le mariage où vraiment, elle transmettrait à son mari, non. Non, il y a plusieurs... on va dire le fait que l'époux ait une domination sur sa femme fait qu'effectivement, le comte va agir comme ce qu'on appelle un mambour, donc un gardien en fait. C'est un terme médiéval, c'est ça, mambour? C'est un terme médiéval et c'est une sorte de gardien puisque donc, la comtesse, par sa position de femme, ne peut pas effectuer toutes les prérogatives comtales. Basiquement, elle peut, pour la question des armées notamment, c'est un peu compliqué. Elle peut défendre, mais elle peut pas attaquer. Elle ne peut pas accéder à ce statut, elle ne sera pas reconnue pour diriger les armées, quoi. Elle n'a pas le droit en fait de diriger les armées. Donc ce qui fait que quand une femme comtesse héritière en fait épouse quelqu'un, bien effectivement le comte va avoir plus de visibilité, mais ça n'enlève rien
à la légitimité des droits de la comtesse. Donc elle réussit à rallier donc, son époux à sa cause. Et cette union est notamment donc, illustrée par une fameuse bataille, une bataille qui a eu lieu il n'y a pas très très loin d'ici. C'est la bataille de Bouvines, qui est notamment racontée par Georges Duby, et qui illustre pas mal donc, les tensions qui existent donc, un peu en Europe, mais surtout entre la France et la Flandre, puisque donc, à Bouvines, en 1214, donc, Philippe Auguste, donc, le roi de France, il défait le roi d'Angleterre, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, mais également donc, le comte de Flandre et de Hainaut, donc, qui était allié aux deux rois donc, anglais et à l'empereur. Et il va donc, faire prisonnier, donc, Philippe Auguste fait prisonnier Ferrand pendant 12 ans. C'est gênant en fait au bout d'un moment. Oui. Donc là pour le coup, Jeanne elle est vraiment toute seule. Et puis donc elle n'a pas d'héritier. Ça fait 2 ans qu'ils sont mariés et puis en plus elle n'aura pas d'enfant. Elle aura une seule fille, mais voilà, elle va mourir. Donc voilà. Donc Jeanne elle est seule à la tête des comtés de Flandre et de Hainaut. Et donc si dans un premier temps la comtesse elle tente de faire libérer son époux, au fur et à mesure elle va changer de stratégie pour même s'en faire défaire. Non, finalement j'en veux plus. J'en veux plus celui-là. Il y a un petit peu une question tactique, genre quand ton mari n'est pas là depuis 10 ans et que tu te dis il faut quand même que je produise un héritier pour mes territoires, il faut être un peu stratégique et se dire voilà, on va essayer de trouver un autre candidat. Sauf que j'ai l'impression que c'est limite ça en fait qui va pousser le roi de France à faire libérer Ferrand en disant non, si elle se marie avec quelqu'un d'autre ça peut être encore pire. Parce qu'il y avait toujours le duc de Bretagne qui était coucou, moi je suis candidat. Donc non, on fait libérer Ferrand. Jeanne doit même s'engager auprès du pape pour dire « Ok, d'accord, je conserve mon époux ». Donc, elle le récupère, c'est très étrange à dire comme ça, mais en 1227, donc voilà, 1214 à 1227, Jeanne, elle est toute seule, elle n'a pas la possibilité de produire un héritier aussi. Et en plus, il meurt 6 ans plus tard. Tout ça pour ça. En 6 ans, il aurait pu se passer beaucoup de choses. Oui, mais bon, malheureusement, pas d'héritier. Donc, veuve, sans enfant, et elle se remarie de nouveau donc, avec Thomas II de Piémont, donc un Savoyard, en 1237, donc d'ailleurs l'année de fondation de l'hospice, et elle meurt donc en 1244, donc toujours sans enfant, et elle laisse la direction de ses comtés donc à sa sœur Marguerite, qui est aussi une figure très très importante pour l'hospice. Et donc côté action politique, donc elle est reconnue plutôt comme une bonne gestionnaire, malgré les difficultés qu'elle connut donc dans la première partie de son principat. Donc quand le roi se tenait à l'écart des affaires de la comtesse, c'était souvent les nobles qui s'en prenaient aussi un peu à son héritier. Et c'est là que le père disparu revient un petit peu dans la scène. Mais non. Eh bien si. Parce le plot twist. Le plot twist. En 1225, les nobles ennuyés donc du Hainaut, ils sont pas du tout contents de la situation puisque, je rappelle, le Hainaut, c'est un territoire qui est impérial, qui n'est pas du tout soumis à l'autorité des Français, du roi de France. Et ils voient l'ingérence en fait des Français sur leur terrain impérial d'un mauvais œil. On peut les comprendre. Et donc, ils vont profiter d'une étrange rumeur pour un peu semer la zizanie auprès de la comtesse. Il y a un vieil ermite qui vit entre Valenciennes et Tournai et qui affirme être le père de Jeanne. Non mais alors, je fais juste un tout petit point là-dessus. Alors, peut-être que les plus âgés d'entre nous se rappelleront de l'histoire de Martin Guerre, parce qu'on est un peu de ce style-là. Et aussi une autre aparté, j'ai parlé dans un épisode, j'ai fait moi-même des petites recherches en histoire médiévale, mais sur la seigneurie de Tournai à la fin du XIIIe siècle. Et on a aussi une histoire comme ça. Alors c'était un mari qui était soi-disant mort à la bataille de Courtrai, qui revient, soi-disant, mais en fait c'est pas lui. Donc en fait c'est une spécialité locale. C'est vraiment un truc du nord de la France avec des maris, des pères qui disparaissent et finalement qui reviennent, j'ai l'impression. Alors oui, mais pour ça, il faudrait que ce soit vraiment le vrai, le vrai père, ouais, effectivement. Dans mon histoire, c'était un faux et c'était déjà un problème du roi de France. C'était Philippe le Bel qui, pour après récupérer la seigneurie. Donc vraiment, les rois de France ils sont toujours dans les coups en fait. Là pour le coup du coup c'est plutôt les œnuyés. Donc oui. Les impériaux, donc à mon avis Philippe le Bel il s'est inspiré peut-être un petit peu des œnuyés, il s'est dit ils ont des tactiques plutôt intéressantes. Donc un ermite l'âme haut et fort qu'il est donc le fameux Baudouin de Constantinople qui a disparu depuis 1205 et qu'est-ce qu'il a fait pendant 20 ans, on ne sait pas. Donc c'est une aubaine pour la noblesse du Hainaut qui voyait en cette supercherie le moyen de reprendre le contrôle de ses territoires
voire même en destituant en fait la comtesse. En fait, ça leur permettait de se débarrasser de Jeanne et donc en même temps de Ferrand qui à ce moment-là en fait était encore en prison et donc de se dire on va mettre quelqu'un d'autre et puis au pire de toute façon Jeanne, si après le décès Jeanne elle sera toujours là, on pourra éventuellement la remarier et puis après il y a Marguerite. Donc en gros c'était juste histoire de sortir de cet état de dépendance en fait française. Donc voilà, Jeanne elle était très très impopulaire à cette période à cause de la tutelle française qui était imposée par le roi de France depuis Bouvines et à la suite en plus il y avait une grosse crise de la draperie qui menait certaines villes telles que Valenciennes, donc qui est aussi située dans le Hainaut, à choisir le parti de l'ermite. Le parti de l'ermite. Là, on est sur une notion de sérieux un peu. Oui. Comme quoi on s'éclate beaucoup en histoire médiévale. Donc malgré le soutien de la noblesse flamande, puisque donc vraiment on a un peu des tensions entre les deux territoires, la situation elle est très compliquée pour la comtesse qui doit même s'enfuir à Mons, donc en plus qui est située dans le Hainaut, tandis que la colère elle commence à arriver en Flandre et notamment à Lille. Donc l'ermite, le parti de l'ermite débarque à Lille. Et donc elle choisit à ce moment-là d'affronter le problème d'une certaine manière et le prouve par la justice, la supercherie. En gros, donc il y a des membres de la noblesse qui vont venir voir l'ermite et lui poser des questions du style raconte-nous comment s'est passé ton adoubement, ta formation en tant que chevalier, ton mariage. Oh, les questions pièges. Il était incapable de répondre. Donc on va dire que ça a été très rapidement la supercherie a été très rapidement découverte et alors on avait conseillé à Jeanne de Constantinople de faire preuve de bienveillance, de l'envoyer dans un couvent ou autre. Elle l'a exécuté mais d'une manière extrêmement ignoble. Ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait pour justement montrer que c'était à elle le pouvoir et que elle était légitime contrairement à cette ermite. Et tu l'as mentionné, donc Jeanne fonde l'Hospice Comtesse. Alors qu'on l'a dit, c'était pas totalement le nom au moment de sa fondation, mais alors pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Et donc là, rappelle-nous, elle est dans quel moment de sa vie ? Pourquoi est-ce qu'elle fonde l'Hospice Comtesse ? La fondation de l'Hospice Comtesse, il y a un objectif en fait qui est religieux et il y a des enjeux aussi politiques. Basiquement, dans la charte de fondation, ce qu'elle dit, c'est qu'elle fonde en fait cet hospice pour le salut de son âme et pour celui de son époux donc défunt, donc le fameux Ferrand. Malgré qu'elle était sur le point de se remarier avec Thomas de Savoie, du Piémont à ce moment-ci. Donc ça fait partie en fait de quelque chose qui est plutôt fréquent en fait au XIIIe siècle. Ce sont en fait les fondations pieuses pour le salut de son âme. En gros, à l'époque médiévale, on était très religieux et donc on considérait que l'existence terrestre était une partie, la vie terrestre était une partie de l'existence. Donc pour préparer le reste de son existence, il fallait faire tout il fallait préparer en fait sa vie après la mort, pendant la vie terrestre. Et le fait de fonder en fait des hospices, le fait de fonder des institutions religieuses ou alors de donner à des fondations aussi religieuses, c'était le moyen en fait de préparer sa vie après la mort. Et dans le cas aussi de fait de se dire c'est pour mon âme et pour l'âme de mon époux, qu'il soit en vie ou qu'il soit défunt, c'est pour aussi d'une certaine manière pouvoir continuer à garder l'âme de son époux même s'il est déjà décédé. Donc il y a un enjeu qui est de l'ordre de la charité. On est sur un objectif extrêmement pieux, très ancré aussi dans les mentalités de l'époque. Et en plus, quand on est aristocrate, déjà, on a des terres, on a de l'argent. Donc, autant essayer de faire le truc le plus flamboyant et le plus visible possible, de manière à montrer aussi à tout le monde que regardez à quel point est-ce que je suis bienveillante, à quel point est-ce que je fais des preuves de charité. Parce que fonder un hospice comme par exemple l'hospice Comtesse, c'est aussi inscrire en fait son autorité et sa personnalité aussi dans la pierre. Donc par la même occasion, on investit aussi d'une certaine manière un territoire. Ça pouvait être un territoire par exemple qui était contesté. Dans certaines de mes sources, j'ai des fondations où je vois en fait que c'est des contextes qui sont aussi un petit peu tendus. Un peu tendus. Ça peut être au moment de conflit, donc du coup on va imposer en fait son autorité par de la fondation. Je saurais pas dire honnêtement si c'est le cas pour tu l'as dit quand même qu'elle était mal vue et tout ça, donc c'était peut-être une façon de dire regardez, aimez-moi bien. À Lille, non, justement, comme on l'a dit un petit peu, c'est l'hospice comtesse. Et le terme hospice comtesse, en fait, c'est un terme qui est arrivé très très tôt, puisque Jeanne a fait énormément pour la ville de Lille. Elle a notamment reconfirmé donc les privilèges
Elle a fondé aussi un autre hospice, l'hospice Saint-Sauveur, qui pour les Lillois se situe pas très loin du Beffroi, pas très loin de la mairie. Elle vivait aussi régulièrement sur l'île, puisque juste à côté en fait de l'hospice, il y avait l'hôtel de la Salle, donc c'était une résidence comtale. Il y avait aussi donc la collégiale Saint-Pierre, qui était une institution qui a été fondée au XIe siècle et qui était très importante aussi pour les comtes. Donc Jeanne et Lille, c'est un peu une bromance. Enfin, c'est un peu une très très bonne relation. Et les autres étaient jaloux en fait. Non, je comprends. Alors tiens d'ailleurs, est-ce que tu peux nous décrire où nous sommes, parce que c'est pas n'importe quelle salle? Absolument. Alors ici, nous sommes dans la chapelle, donc la chapelle de l'hospice. Donc c'est un endroit qui est aujourd'hui désacralisé, il me semble. Et donc c'est une pièce qui est dans le prolongement d'une autre pièce qui est extrêmement importante pour l'hospice, c'est la salle des malades. Ce qui est assez intéressant, c'est que donc la chapelle, elle est séparée donc de la salle des malades donc par le jubé. Alors au niveau temporalité, il faut savoir qu'il n'y a plus rien des bâtiments d'époque. Tout a été détruit soit par des incendies, soit par des destructions ou autres. Là, on est dans une pièce qui a été reconstruite, il me semble, c'est aux alentours du XVIIe siècle. Donc là, vraiment, il n'y a rien de médiéval autour de nous. Alors, si... Un petit peu la salle des malades. La salle des malades, elle a été reconstruite entre 1468 et 1472. Mais par contre, effectivement, donc, la chapelle, elle a été reconstruite après donc, un incendie qui a eu lieu donc, en 1649. Donc elle date du milieu du XVIIe siècle. Ce qui est très intéressant, c'est que cette chapelle, et donc avec la salle des malades, elle permet aussi un petit peu de voir comment est-ce qu'on concevait aussi les soins à l'époque médiévale. À savoir, on guérit de ces maux par des soins, mais on guérit aussi par la prière. Donc on a vraiment la salle des malades dans laquelle il y avait donc les soins, les pansements, tout ça, voilà, avec les traitements qui étaient à base de plantes, qui étaient notamment cueillis dans le jardin médicinal qui se trouve juste à côté. Et puis à côté, pour guérir un petit peu de la vraie maladie, genre là, dans la salle des malades, on guérit les symptômes, et la maladie, en fait, on va la guérir ici par la prière. Je renvoie d'ailleurs donc l'épisode que j'ai fait avec Pauline Triplet sur les hôpitaux et l'épisode que j'ai fait sur les hospices de Beaune aussi là dans le style. Alors aussi, j'avance un petit peu parce que on a plein de choses à évoquer. Là, on n'a pas de Jeanne de Flandre, la fondatrice, mais il y a d'autres femmes dans cet hospice parce que on trouve des femmes qui ne sont pas nobles, notamment des sages-femmes donc, qui exercent et qui sont vraiment aux côtés des malades. Est-ce que tu peux nous en parler, Mathilde ? Oui, parce que quand on parle des femmes qui détiennent un réel pouvoir dans la ville médiévale et plus encore dans le domaine de la santé, on pense d'abord instinctivement aux hospices, qui sont des lieux centraux, presque symboliques, où l'on soigne les pauvres, les malades, les voyageurs, comme on a déjà pu le souligner. Mais en réalité, l'influence féminine ne s'arrête pas aux portes de ces institutions, parce qu'il existe un autre espace d'action, beaucoup plus diffus et intime, qui est pourtant absolument essentiel pour la vie urbaine, occupée par les sages-femmes. Ces femmes circulent dans absolument toute la ville, au cœur des moments les plus importants de l'existence, que sont la naissance, mais aussi parfois la mort. Forcément. Elles forment un groupe à part, doté d'un savoir puissant, reconnu et parfois redouté par les autorités. Donc, on n'en trouvait pas autant que tel à l'hospice Comtesse, mais elles étaient quand même en lien. C'est ça, elles pouvaient passer, c'est du domaine du médical, mais leur lieu d'action, c'est surtout les foyers, parce qu'elles travaillaient à domicile. Donc c'est ce que je disais, c'est que les femmes circulent dans absolument toute la ville. Quels que soient les niveaux sociaux, on a toujours besoin d'une sage-femme pour accoucher des enfants. C'est ça, et elles peuvent aller absolument partout, donc au cœur de la ville, mais aussi dans les faubourgs, de nuit comme de jour, parce que s'il y a une naissance, le bébé n'attend pas le petit jour avant de naître en fait. Ce qui permet d'ailleurs, il y a certains privilèges accordés aux sages-femmes, spécialement pour elles, par exemple, pas à Lille, mais on peut citer la ville de Gand, elles avaient une autorisation de sortir en dehors des couvre-feux, spécialement pour elles, justement pour pouvoir exercer, donc ce qui n'était pas accordé à d'autres professions. Peut-être qu'on avait des sages-femmes espionnes. Peut-être. Parce qu'en termes de... Alors rappelez-vous, j'ai fait un épisode sur les moines espions dans le style métier qui peut se faufiler partout, mais une sage-femme espionne, ce serait parfait. Pardon, je dérive, mais... Il y a des espionnes au XVe siècle à Lille. Ah, mais s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent écrire des romans, écrivez l'histoire d'une sage-femme espionne. Au Moyen-Âge, là, je pense qu'il y a toute une histoire qui est déjà prête à faire. Hein. Donc tu as dit, là, elles peuvent circuler partout. Et comment est-ce qu'on sait des choses sur elles ? C'est assez compliqué de retrouver leurs traces, mais on sait des choses sur elles parce qu'elles étaient des sortes d'employées municipales au XVe siècle. Elles devaient prêter serment auprès des autorités de la ville et elles devaient dire qu'elles devaient bien pratiquer leur science et leur savoir et ne pas tomber dans les malversations, aider à pratiquer des avortements, des infanticides, de la sorcellerie, tout ce qui effrayait un petit peu les autorités. Et c'est pour ça qu'il y avait un très fort contrôle
sur leur métier. Il n'y avait pas de sage-femme freelance au XVe siècle, quoi. Non. Non, forcément, Pas- c'était un métier pas qui en ville à Lille. Elle payait l'URSSAF et tout ça, c'est ça? Elles devaient prêter serment et elles étaient rémunérées par la ville. Donc plus on avance, moins elles ont de liberté, plus elles sont contrôlées. Mais du coup, on peut dire que les sages-femmes, c'est plutôt un métier urbain, même si en fait, les enfants, il y en a à coucher partout, pas qu'en ville, mais forcément, il y a une plus grande concentration. Alors oui, les enfants naissent partout, comme tu viens de le dire, donc en ville comme à la campagne, mais il faut forcément des femmes expertes pour accompagner ces accouchements, même à la campagne. On trouve donc des accoucheuses aussi dans les villages et dans les campagnes. Mais là où les villes, on parle plutôt de sage-femme ou, surtout à Lille, on parle de mère-adresse, pour appeler... Mère quoi? Mère-adresse. Oh, ok. Voilà, c'était l'appellation au XVe siècle. Dans les textes, on trouve ceci. Donc en ville, elles étaient formées par d'autres accoucheuses et elles étaient salariées par les autorités urbaines. Mais à la campagne, on utilise davantage le terme de matrone. Donc c'est pas seulement une distinction linguistique, ça signifie aussi donc qu'en milieu rural, ces matrones sont moins formées et l'accouchement n'est pas toujours leur activité principale. Leur savoir repose surtout sur l'expérience et la transmission plus informelle pour elles. Et ce qui est intéressant, et si vous voulez aussi un peu savoir aussi pourquoi les femmes avaient peut-être plus de pouvoir au Moyen-Âge qu'à l'époque moderne, j'ai fait un épisode sur les sages-femmes dans mon podcast Passion moderniste, où on voit en fait comment les réglementations de l'époque moderne écartent les femmes de ces milieux-là. Voilà. Déjà un exemple, vous avez un exemple comme quoi les femmes avaient plus de pouvoir, plus de liberté dans ce cadre-là, en tout cas de pouvoir exercer ce métier au Moyen-Âge. Oui, tout à fait, parce que les hommes étaient totalement absents de la naissance au Moyen-Âge. C'est vrai, ouais. Ils n'avaient interdiction d'entrer dans la pièce. Les médecins, ils ne touchaient pas les corps. Les médecins au Moyen-Âge, c'était le rôle des chirurgiens. Et même eux, ils se tenaient très très loin de la salle d'accouchement. Une affaire de femmes. C'est ça. Mais justement, au courant de ce 15e siècle, les sages-femmes en prêtant serment, elles doivent au préalable avoir eu l'aval d'un médecin pour exercer, qui, lui, n'a jamais assisté à un vrai accouchement, mais il doit dire, c'est bon, elle est apte, elle respecte tout. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir comment une femme, par son métier, peut avoir une certaine liberté, donc une forme de pouvoir. Est-ce que tu as peut-être d'autres métiers liés à la santé ou pas forcément, qu'on peut retrouver en ville, donc dans l'espace urbain ? Alors, pour comprendre le travail des femmes en ville, il faut totalement abandonner notre vision moderne du travail individuel. Parce qu'à l'époque, ce qui compte, c'est pas le travail individuel, mais c'est un foyer. Autrement dit, à l'époque, l'unité économique fondamentale n'est pas l'individu, mais le foyer en tant que tel, un mari et une femme. On parle d'un atelier, une échoppe, un étal de marché. Ce n'est pas un artisan, c'est un couple qui fonctionne ensemble. Les gens vivent pas seuls au Moyen-Âge ? Les gens vivent rarement seuls. Il existe des célibataires, mais elles vivent avec leur famille, elles vivent pas totalement seules, quoi. Elles peuvent vivre seules. Contrairement à d'autres régions d'Europe, la Flandre offre une particularité, c'est qu'une femme seule, même célibataire, peut légalement travailler en son nom propre, même si c'est assez rare dans les sources, on ne les voit pas souvent, mais elles existent. Elles n'ont pas l'appui d'un foyer, ce qui rend leur situation assez précaire, mais le simple fait que ce soit possible montre une souplesse urbaine réelle, bien différente des autres régions où la marge de manœuvre est plus restreinte. Donc si on revient au métier, qu'est-ce qu'on peut trouver alors comme métier qui permettent aux femmes d'agir ? Donc on l'a dit, elles sont pas toutes seules, mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Elles pratiquent tous les métiers, elles peuvent tout. Elles peuvent tout faire, quasiment. Oui. Presque, à quelques exceptions. Mais en fait, on a une illusion que les femmes ne font pas certains métiers, mais parce que ce sont leurs maris qui parlent en leur nom. Par exemple, dans les sources, quand on lit par exemple Jacques, maître boulanger, il faut comprendre Jacques et sa femme qui tiennent ensemble la boulangerie. Donc là, on voit déjà dans l'écrit une invisibilisation du travail des femmes. C'est ça. Elles apparaissent seulement dans les sources quand elles sont veuves, ou à de rares exceptions quand elles sont encore mariées, mais c'est assez rare. Mais quand elles sont mariées, c'est pas parce qu'elles sont mariées qu'elles ne travaillent pas. Oui, elles sont pas juste femmes au foyer, non. C'est ça. Dans les domaines d'activité, elles sont extrêmement présentes dans le textile à Lille. C'est une branche très féminine et c'est là qu'on retrouve aussi les femmes du coup seules et célibataires. C'est dans cette branche-là. Surtout en Flandre, qui est une région où la draperie est très importante. Et donc là, voilà, elles peuvent agir, elles peuvent gérer de l'argent, elles peuvent vraiment avoir une marge d'action. C'est ça. Et même dans certains cas, le mari peut totalement laisser la femme agir en son nom. Donc on a des déclarations de mari auprès des échevins que sa femme est totalement apte à gérer toutes ses affaires à sa place. Elle peut gérer, elle peut faire. C'est aussi parce que les femmes en Flandre sont très instruites. Elles ont le même savoir que les hommes et elles sont très souvent lettrées. Celles qui gèrent les comptes, donc elles gèrent beaucoup les domaines de vente comme la poissonnerie, elles gèrent la vente de fruits, les boulangeries, même si elles doivent répondre à certaines règles spéciales dans certains cas.
elles peuvent pas toujours vendre tous les types de poissons, par exemple, quand elles sont seules. Je ne sais pas pourquoi, mais certains poissons, elles ne peuvent pas les vendre sur le marché. Tu es une femme, tu n'as pas le droit de vendre ce poisson. Concrètement, je n'ai pas trouvé de raison particulière. Donc elles sont extrêmement présentes dans le soin et la santé, donc comme on a pu le voir avec les sages-femmes, ou encore avec les hospitalières, ou encore les nourrices. Mais elles font aussi des métiers techniques et très spécialisés. Elles peuvent être relieuses, elles peuvent travailler pour faire les enluminures, peuvent être couturières, mercières ou encore teinturières. Elles ont un véritable savoir technique. Elles peuvent entrer en apprentissage comme les garçons. On a des traces d'apprentissage de femmes ? C'est ça. En Flandre, oui. Lille, c'est plus compliqué, mais en Flandre, il y a eu beaucoup de recherches sur les villes en Flandre et sur les métiers de Flandre, et les femmes peuvent avoir un apprentissage. C'est assez intéressant parce que moi qui travaille sur l'aristocratie et toi qui travailles sur l'espace urbain, on a un peu en fait les mêmes limites féminines, dans le sens où une femme peut tout faire avec l'autorisation de l'époux. C'est ça. Et ce que je disais tout à l'heure sur le fait que Ferrand il arrive et donc du coup Jeanne a on va dire sa capacité d'action qui est un petit peu plus réduite, mais ça aurait pu très bien ne pas l'être si Ferrand avait dit par contre moi je m'éclipse, c'est ma femme qui s'en occupe parce que c'est elle qui est l'héritière ou parce que j'ai pas envie tout simplement. Et là j'ai l'impression que c'est un petit peu le même principe. C'est ça. Elle peut être totalement autonome, mais elle dépend toujours d'un cadre légal et social conçu et contrôlé par des hommes. C'est qu'elles peuvent être libres seulement si on les y autorise. Alors tiens d'ailleurs Camille, comment d'ailleurs, on a parlé du cas de Jeanne de Flandre, mais comment est-ce que les femmes de la noblesse peuvent agir dans l'espace urbain en général ? Est-ce qu'elles peuvent gérer un espace urbain aussi ? Alors parce que là on a parlé un peu du plus haut, mais est-ce qu'on a d'autres femmes nobles qui peuvent agir ? Bien sûr, en fait elles peuvent agir autant qu'un homme. Donc c'est un petit peu la même réponse que ce que Mathilde a apporté par rapport à la question du métier, dans le sens où l'action aristocratique à destination d'un espace urbain, elle peut être liée donc d'un point de vue juridique par l'octroi de privilèges, donc ce qu'on appelle les chartes de privilèges ou les chartes de liberté, ce que notamment Jeanne confirme à Lille. En gros ça va permettre à une ville de dépasser d'une certaine manière du cadre comtal pour pouvoir en fait avoir une certaine autonomie et une certaine indépendance sur certains domaines. Ensuite, elle peut avoir un rôle aussi sur basiquement le cadre architectural. Elle peut construire des remparts. Encore une fois, Jeanne l'a fait aussi. Donc là, on est quasiment du militaire en fait, du défensif. Oui. C'est ce que je disais. Le défensif, ça passe. Par contre, l'offensif, c'est non. C'est la nuance. Genre, une femme peut se défendre. Par contre, elle peut pas attaquer. C'est subtil. C'est subtil. C'est subtil, mais tu vois que entre la théorie et la pratique, il y a une réelle application. Donc ça, c'est, on va dire, des prérogatives presque régaliennes. Le fait, en fait, de pouvoir permettre à une ville de pouvoir se défendre. Elle peut aussi donc fonder des institutions, des espaces. Elle peut gérer aussi un petit peu le cadre urbain, par exemple. Pas Jeanne, mais j'ai des comtesses qui s'occupent des foires, de foires de certaines villes. Très important les foires dans le nord de la France. C'est très important parce que c'est aussi, il y a un brassage, énorme en fait au cours de ces foires, et puis c'est aussi un petit peu un espace dans lequel la ville va s'illustrer pour son commerce, pour ses installations urbaines aussi. Elle va aussi légiférer concernant donc du coup le marché. Si elle s'occupe des foires, elle peut aussi décider de taxer plus, taxer moins. Donc en soi, en fait, elle peut vraiment avoir un pouvoir extrêmement étendu, donc d'un point de vue économique, foncier, judiciaire aussi, puisque du coup, s'il y a par exemple des conflits entre les parties, basiquement à Lille, il y avait souvent des conflits, si je me trompe pas, entre la collégiale Saint-Pierre et les échevins. On va dire oui, alors c'est qui va gérer ça ? On va demander au comte ou à la comtesse. Donc vraiment, là, la comtesse peut tenir justice ? Absolument, ça fait partie de ces prérogatives dites régaliennes, donc qui sont liées en fait à une autorité suprême sur ces territoires-ci et sur les institutions. En gros, on peut donner une indépendance, une certaine forme d'autonomie en fait à des espaces, mais la figure comtale, qu'elle soit féminine ou masculine, reste supérieure. D'ailleurs, juste un petit élément, parce que je me pose la question depuis tout à l'heure, parce que, alors, auditeurs, auditrices en podcast, vous ne le voyez pas, mais donc, là où nous sommes, nous avons un tableau qui représente donc Jeanne de Flandre avec sa sœur, et j'ai justement une question sur sa sœur, en fait, parce qu'on l'a dit, elle était beaucoup plus jeune qu'elle, mais comment se passe la relation avec elle ? Parce que, donc, on a compris, en fait, elle va prendre sa succession en quelque sorte. Qu'est-ce que tu peux nous dire des relations qu'elle avait avec sa sœur, et comment ça s'est passé ensuite ? Parce que j'ai l'impression qu'elles le fondent un peu en même temps, ensemble, l'hospice, ou pas du tout ? Alors, il y a une continuité, effectivement. Donc, Jeanne fonde dans un premier temps, donc en 1337. En 1339, elle va le placer sous le vocable de la Vierge. Oui, parce qu'en fait, on l'appelle l'hospice comtesse, mais son nom originel, c'est Hospice Notre-Dame.
C'est juste grâce à la popularité en fait de Jeanne qu'on l'appelle hospice comtesse. Parce que Jeanne, c'était la bonne comtesse. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur le fait que À Lille. Jeanne et Lille, c'était un peu la bromance. Et par la suite, donc Marguerite va reprendre le relais, notamment donc en décrétant que les religieux donc qui seront vivre à l'hospice seront sous la règle de Saint Augustin. Donc effectivement, il y a un petit peu une sorte de continuité qui n'est pas forcément non plus représentative des relations qu'il y avait entre les deux sœurs, puisqu'il y a eu des petits conflits quand même entre les deux, notamment pour des histoires de mariage. Alors tout ça, on pourrait dire oui, mais c'est de la faute du roi, parce que s'il n'avait pas été aussi présent dans le comté de Flandre, il n'y aurait jamais eu ça. Mais bon, en gros, Marguerite a été mariée très très jeune à un seigneur du Hainaut qui s'appelle Bouchard d'Avesnes, et en gros, plus tard, le mariage ne convenait plus, donc du coup, sa sœur a dit écoute, il faut que tu le largues. J'ai pas envie, j'ai 2 gosses. Ouais, mais en fait, il est diacre, et t'as pas le droit de te marier avec un diacre. Donc du coup, on annule le mariage. C'est vraiment ce qui s'est passé. Vraiment, genre on a sorti de derrière les fagots le fait qu'il était diacre, alors qu'il avait 2 gosses. Religieux. Enfin, c'est un peu complexe. Un C'est diacre. un ordre mineur, il me semble, mais par contre, ça impose quand même le célibat. Ah. Mais- Ah oui, donc mais entre-temps, il était devenu diacre en fait. Donc c'est après leur mariage, c'est ça? Avant. Avant. Oh, non, Ah mais, oui. non, mais la religion, c'est quand ça t'arrange de toute façon. C'est comme tu vois. Tu dis ça dans une chapelle, hein. Ouais, mais elle est Elle est désacralisée. Donc elle fait annuler le mariage. C'est ça. Donc Jeanne va demander à ce que le mariage de sa sœur soit annulé, et ensuite elle va lui donner un autre mari qui sera un seigneur champenois qui s'appelle Guillaume de Dampierre, qui va donc lui donner d'autres enfants. Et puis en plus, bon, je rentre pas dans les détails, mais ça va être un énorme bazar entre les deux dynasties, enfin entre les deux branches. Effectivement, Marguerite, probablement donc pour un peu s'insérer dans la politique de sa sœur, qui notamment donc à Lille était quand même plutôt populaire, a décidé de continuer à donc donner énormément donc de terres, d'argent et de droits aussi donc à l'hospice comtesse, puisque quand on fait ce genre de fondation, c'est pas juste on fonde un truc et puis basta. Non, on va leur donner les moyens aussi d'être en autosuffisance. Donc ce qui fait que déjà dans la charte de fondation, on a un espace, donc un emplacement précis. Donc l'hospice, il est construit comme il devait être entre sa maison, donc l'hôtel de la Salle qui était juste derrière, la chapelle Notre-Dame qui aujourd'hui est la Treille, la cathédrale de la Treille pour les auditeurs, et également donc la rivière qui était donc la base d'Aule qui correspond aujourd'hui à l'avenue du Peuple belge. Donc ce qui est génial, c'est que même si aujourd'hui il y a des trucs qui n'existent plus, on arrive quand même un petit peu à se repérer. Donc par la même occasion, elle donc va placer sous un vocable, donc le vocable de la Vierge, et elle va donner aussi des droits. Elle va donner donc des droits sur des moulins, elle va donner donc des terres. Tiens, Camille, est-ce que tu as peut-être d'autres exemples de femmes nobles comme ça qui ont pu agir dans l'espace urbain et peut-être donc gérer des villes? Oui, alors j'ai un exemple très intéressant en Hainaut, donc la dernière représentante de la fameuse dynastie des Avesnes qui s'était fait un petit peu coincée par Marguerite de Constantinople. Donc c'est une Marguerite II de Hainaut, donc qui devient comtesse de Hainaut. Donc à l'époque, il y avait d'autres territoires à côté, il y avait la comtesse de Hainaut, de Hollande, de Zélande, et c'est d'ailleurs la fille de Jeanne de Valois dont j'avais parlé donc dans l'épisode 104. Dans l'épisode 104, absolument. Et elle est mariée donc avec l'empereur du Saint-Empire, et c'est justement l'empereur du Saint-Empire qui se dit je vais laisser ma femme gérer, parce que si je commence à gérer les territoires avec elle, il y en a qui vont pas être contents, et notamment les villes de Hollande. Donc ce qui fait que Marguerite a ce que j'appelle donc une agentivité, donc une capacité d'action, donc là en l'occurrence politique, qui est fabuleuse. On a vraiment un nombre très important de sources nous permettant du coup de retracer un petit peu son parcours politique, et on voit que Marguerite, afin d'affirmer en fait son autorité et donc de justifier de sa légitimité en tant que comtesse, eh bien elle va émettre des ordonnances, elle va valider les privilèges de bourgeois, elle va s'occuper aussi du transport maritime aussi. Donc vraiment on voit une femme qui gère un espace urbain, tout comme ce qu'on pourrait trouver en fait pour les hommes, avec aussi donc parfois des arbitrages également. Donc là on voit que c'est pas obligatoire pour une femme noble de fonder, donc ça dépend, elles peuvent exercer leur pouvoir de d'autres façons. Absolument, notamment une héritière, ce que je disais, c'est le plus important, c'est de marquer aussi par la pierre aussi son autorité. Donc ça peut être par des institutions religieuses, et ça peut l'être pas non plus. Souvent, je vois en fait dans mes sources et dans mon travail que ce sont surtout donc les consorts, donc les épouses, qui ont tendance à fonder et à donner de l'argent, parce que c'est aussi un petit peu l'une des prérogatives principales qu'elles ont. Si elles n'ont pas en fait d'autorité naturelle sur un territoire,
territoire, il faut Si bien elles sont pas trouver- héritières et tout si ça. elles sont pas héritières, il faut bien trouver en fait d'autres éléments qui leur permettent de s'inscrire en fait dans les territoires de leurs époux et donner de l'argent à une institution religieuse. Bah déjà de une, ça mange pas de pain, et de deux, c'est aussi s'inscrire en fait dans l'histoire de ces territoires. Alors, si on voit à l'inverse, on revient aussi aux femmes, entre guillemets, du peuple, parce que Mathilde, toi, tu travailles aussi sur la parole de ces femmes, pas seulement sur leur métier. Et là, on a parlé donc de femmes nobles qui gèrent les villes, mais à l'inverse, si on regarde aussi les femmes qui sont dominées par les autorités, on a parlé de comment déjà par leur métier, mais toi, tu travailles aussi sur comment elles peuvent avoir une action dans l'espace urbain sous cette autorité. Oui, tout à fait. Il faut casser une idée reçue, c'est qu'au XVe siècle, en ville, au cœur de la ville, les femmes qui agissent le plus, c'est pas les nobles, c'est les bourgeoises. Ah. Donc Là, il y a un peu la compétition entre bourgeoises et nobles, c'est ça? J'accepte la défaite avec grand plaisir du moment qu'on parle des femmes et qu'on montre leur Non, réelle place. Aristocrates, nobles, on s'en fiche, elles ont une place. Voilà. les bourgeois et les bourgeoises, ce sont des habitants de la ville qui ont un statut reconnu par la ville. Ils obéissent à des règles spéciales qui sont inscrites dans le livre Roisin. Donc, qui est un livre qui répertorie tous leurs droits et tous leurs devoirs. Et donc, on a cette source-là aujourd'hui? On l'a. Oh, Elle est même éditée, ce qui donc accessible même au plus est grand nombre. accessible en ligne. On la mettra en référence sur l'article qui accompagnera l'épisode sur mon site, comme ça tout le monde pourra aller voir. Ah bah ils ont de la chance en tout cas, parce que... Et donc là, forcément, les bourgeois, c'est pas comme aujourd'hui où ils n'ont pas forcément plus d'argent. Ils ont de l'argent, si, Ah, ok. parce qu'ils doivent payer leurs droits de bourgeoisie. Ah bah oui, on revient à la thune. Au Moyen-Âge, c'est toujours, voilà, on y revient, c'est Ils important. doivent payer ce droit de bourgeoisie, mais ils sont aussi bourgeois de naissance. C'est un droit qui s'hérite. Mais les enfants de bourgeois doivent payer un peu moins cher que les personnes qui veulent devenir bourgeois. D'accord, ah oui, ok. Donc c'est à moitié hérité, mais il faut quand même un peu payer à la fin. Et donc les femmes héritent aussi de ce titre de fille de bourgeois. Donc même si elles ne se marient pas avec un bourgeois, elles ont le titre de fille de bourgeois. Donc elles sont bourgeoises. Mais par contre, si elles se marient avec quelqu'un qui n'est pas bourgeois, elles perdent ce titre de bourgeoise. Donc là, on demande aux femmes, pour garder ce titre, elles doivent C'est ça. rester en ville, quoi. Pour garder un peu cet entre-soi de bourgeoisie, parce que en fait, ces bourgeois qui sont à la tête de la ville, on essaye de garder cet entre-soi politique. Si une femme peut transmettre son titre de bourgeoisie à son mari qui n'est pas bourgeois, ça étendrait trop la bourgeoisie à plein de familles qui ne sont pas de l'île à la base. Et donc, comment est-ce qu'elles peuvent agir et donc comment est-ce qu'elles peuvent avoir une parole? Elles peuvent avoir une parole parce qu'elles font pleinement partie de la communauté urbaine et elles sont aussi juridiquement autonomes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que en fait, ça passe par un acte très important qui s'appelle la mise hors de pain. Donc en fait, c'est une déclaration faite devant les autorités de la ville qui marque l'entrée à l'âge adulte, donc bien plus tard que la majorité officielle. Donc une femme peut avoir 20 ans, 25 ans et être encore sous l'autorité de ses parents tant que cet acte n'est pas annoncé. Mais après cette mise hors de pain, elles sont juridiquement autonomes si elles ne sont pas mariées. C'est quand même un laps de temps parfois assez court, quoi, en fait, avant leur mariage. C'est ça, mais elles ne sont pas obligées d'être mariées pour échapper à l'autorité de leurs parents. Parce que aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve parfois la parole des femmes, notamment dans les affaires judiciaires, en fait. C'est ça. En fait, elles ont leur parole propre, elles peuvent témoigner en leur nom. Leurs maris peuvent aussi dire « ma femme parle en mon nom », je la mets comme témoin, elle peut venir en elle pour parler en mon nom. Ils peuvent tous les deux parler en leur nom. Ils sont mari et femme, donc comme j'ai dit, on retrouve cette harmonie de foyer. Mais elles peuvent aussi signer des contrats en leur nom, se représenter en justice. Si elles ont des problèmes d'héritage, elles peuvent venir elles-mêmes dire « ça, c'est à moi ». Ouais, donc se défendre vraiment C'est ça. devant les tribunaux. C'est ça. Elles deviennent un sujet juridique à part entière. Et dans la plupart des cas où on voit les femmes agir en public, c'est justement dans cette position d'héritière. C'est quand il s'agit de gérer, de transmettre leurs biens à elles. Parce qu'une femme bourgeoise héritière n'est pas dans une position faible en Flandre, et surtout à Lille. Les règles urbaines lilloises sont plutôt favorables aux femmes en matière de succession. En fait, c'était parfait, l'île, au Moyen-Âge. Il fallait... Pas tout à fait. Oh. Mais comme aujourd'hui, bien sûr, je n'en doute C'est pas ça. une seconde. Mais en fait, depuis le Moyen-Âge, c'est toujours une très bonne ville. C'est ça, mais parce qu'elles peuvent hériter de ses parents, mais on peut aussi la désigner comme héritière d'un autre membre de sa famille. Donc on appelle ça une mise à war. On la désigne comme héritière d'une personne. C'est du Picard, là, que tu nous fais, ou c'est du français? C'est ce qui est écrit dans les textes, donc Oui. c'est à moitié Picard, à moitié... Il y a War aussi. War, c'était l'héritier. C'est ça. C'est un terme pour dire l'héritier, c'est en trois mots. Dans les sources, par exemple, une comtesse qui désigne son fils comme étant son noir, ou un comte désignant sa fille comme étant son noir, donc ça veut dire son héritier. Donc la mise à war, ça veut dire littéralement, je pense, la mise en héritier.
Je pense pas que ça soit spécifiquement du Picard. Après, je travaille que sur des sources qui sont de cette Moi académie, aussi, donc c'est du compliqué coup, de voilà, déterminer. je pourrais pas te dire. Oui, là, on est très, très local aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut noter quand même, et on peut finir tranquillement là-dessus, qu'est-ce qu'on peut noter comme, on a déjà cité pas mal, mais comme évolution de la condition féminine, un peu entre vos deux époques, notamment peut-être par rapport au statut social? Oui, en effet, parce que jusqu'au début du XVe siècle, dans une ville commerçante et flamande, donc comme Lille, les femmes pouvaient réellement agir en public et défendre leurs intérêts. Donc que ce soit les nobles ou les bourgeoises comme ceux que j'ai pu évoquer. Donc elles pouvaient hériter, gérer des biens, elles pouvaient apparaître en halle pour défendre leurs droits et représenter le foyer, comme le ferait leur mari ou leur père. C'était les veuves, par exemple, qui étaient le plus libres, où elles pouvaient gérer leurs dettes et leurs affaires familiales et participer au commerce. Mais au fil du XVe siècle, ce paysage change profondément. On observe une réduction nette de l'indépendance féminine. Maintenant, si elles ne sont pas mariées ou veuves de quelqu'un qui appartient au métier, ne peuvent plus appartenir directement à ces corporations. Donc c'est assez compliqué pour elles. Et donc, Il me semble qu'en plus, elles sont pas considérées comme des membres à part entière. c'est ça, elles sont Elles mises sont en... rattachées avec leurs époux, mais en gros, tu peux pas dire, bon bah voilà, il y a machin qui est marié avec bidule. Non, il y a machin et il y a son épouse bidule aussi, mais en gros, elle, c'est le plus sain. C'est ça. Ouais, elle devient vraiment une secondaire. En fait, C'est ça. là où donc, tu l'as dit, en fait, on avait avant une alliance, et là maintenant c'est juste une addition C'est ça. secondaire. Ouais. Elles n'apparaissent plus que lorsqu'elles sont veuves de quelqu'un qui n'a plus le mari pour exercer le métier. Elle reprend toute l'affaire en son nom. Elle passe sous un contrôle masculin de manière générale. Encore plus en fait. Encore plus. Oui. Et c'est ça, cette perte de pouvoir en cette fin de Moyen-Âge. Donc ça marque une rupture fondamentale. Avant, donc, c'était une société où les femmes pouvaient agir et défendre leurs intérêts, donc autant de manière économique que de manière juridique. On peut parler d'un véritable tournant vers la modernité en cette fin du XVe, qui se construit sur la consolidation de leur dépendance légale et sociale. Les femmes, autrefois actrices du commerce, de la succession et de la vie publique, elles deviennent progressivement des sujets protégés, mais dépendants, centrés sur la famille et sur la production d'héritiers. Cette évolution, elle prépare par exemple le cadre juridique et social des siècles suivants, et l'indépendance féminine, où là, elle reste fortement limitée et contrôlée. On termine sur une note pas très joyeuse, mais je pense qu'on a traité plein de sujets. Est-ce que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus, est-ce que vous avez des conseils de lecture? Sachant que je mettrai les références de tout ce qu'on va évoquer, pareil, sur mon site, sur l'article qui accompagne l'épisode. Je crois qu'il y a déjà des ouvrages même sur la table que vous pouvez conseiller. Alors, donc, un ouvrage qui a été édité avec le musée de l'Hospice Comtesse, notamment, c'est le livre sur Jeanne de Constantinople, donc, dans lequel on a, donc, c'est un ouvrage collectif avec plein d'historiens, donc, de France et de Belgique, donc, qui ont travaillé notamment sur la question donc, des femmes, des fondations hospitalières et donc, de la Flandre aussi donc, au XIIIe siècle. Donc c'est tout à fait intéressant. Est-ce qu'on le trouve à la librairie et à la boutique du musée ici? Je crois que oui, donc voilà, si jamais vous avez envie, vous pouvez vraiment directement vous le procurer peut-être. Voilà, et c'est très intéressant. Alors, et même si c'est fait par des choses, je le trouve plutôt accessible, donc il ne faut pas hésiter, il y a plein de belles images en plus. Et puis, il y a des sujets qui sont assez chouettes aussi, dans lesquels on parle aussi de choses un petit peu plus culturelles, sur des manuscrits qui ont été commandés par Jeanne, donc voilà, c'est assez chouette. Donc ça, c'est vraiment sur Jeanne. Ensuite, on a donc des ouvrages qui sont un peu plus sur la charité et sur donc les actes de piété. Donc c'est la charité à Lille à la fin du Moyen Âge, donc qui est un ouvrage qui donc lui, je pense que vous pouvez le trouver dans pas mal de bibliothèques et aussi donc dans les BU, donc dans les bibliothèques universitaires. C'est un ouvrage qui est assez récent et qui explique en fait un petit peu quelle est la logique en fait politique derrière aussi donc toutes ces actions de charité. Et il y a un gros chapitre, pour ne pas dire une partie, qui s'intéresse justement à Hospice Comtesse. Donc ça c'est assez intéressant. Et je fais un peu de pub aussi pour mon laboratoire et pour la revue du coup qui est aussi la revue du Nord du coup qui est éditée par l'université de Lille, dans lequel donc il y a plusieurs thématiques et il y a souvent des thématiques donc qui sont on va dire directement influencées par nos recherches donc plutôt locales. Et là donc il y en avait un qui était sur donc les hôpitaux, les enjeux de pouvoir France du Nord et Belgique. Alors ça brasse large parce que c'est du 4e au 20e siècle. Waouh. Donc pour vous dire, il y a un seul chapitre qui s'intéresse
au Moyen-Âge, mais ça reste quand même assez intéressant parce qu'on peut voir aussi justement l'évolution aussi de ces fondations, leur place au sein d'un espace urbain et aussi leur place dans le cadre de la politique comtale. Donc ça se prend. Et puis bon, voilà, au XXe siècle, il n'y a plus de comte, il n'y a plus de roi, donc du coup voir aussi comment est-ce que ça évolue. Je pense qu'on peut finir là-dessus parce que ce sont de très beaux conseils de lecture. Bien sûr, vous pouvez aussi les commander chez votre libraire, je pense qu'on peut les retrouver. Je pense qu'on peut remercier beaucoup mes invités, donc Camille Pacou et Mathilde Michelot. Merci beaucoup à toutes les deux, je pense qu'on peut les applaudir. Auditeurs, auditrices, comme d'habitude, comme d'habitude, peut-être que vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois, un article sur mon site passionmédiéviste.fr qui est en lien avec l'épisode pour en savoir plus. Je tiens encore à me remercier très chaudement, malgré le froid du mois de novembre où nous sommes aujourd'hui. Clairement, on est tous frigorifiés dans cette chapelle, mais ça valait le coup. Je remercie très très chaudement toutes les équipes du musée de l'Hospice Comtesse. Auditeurs, auditrices, si vous êtes jamais venus, si vous passez à Lille, vous savez où est-ce qu'il faut venir. Vraiment, c'est très beau, on a plein de très belles choses à voir. On a des salles, des peintures, des objets, un petit jardin médiéval tout mignon. Vraiment, vous savez quoi faire pour quand vous êtes à Lille. Et si j'ai d'autres épisodes à vous conseiller, vraiment, on en a parlé, j'en ai plein en lien avec les femmes, en lien avec la santé. Donc pareil, je vous mettrai sur mon site les références. Merci énormément aux personnes qui sont venues dans la salle et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!